Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Samuel Rumeur, qui est directeur produit chez l'éditeur Akio. Bonjour Samuel, comment allez-vous? Bonjour Didier, je vais très bien, merci. Merci de me rejoindre pour cet échange. Alors, on va parler d'IA aujourd'hui encore sur Optique, mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est Akio? Oui, tout à fait. Donc Akio, c'est une société française, donc nous sommes éditeurs de logiciels dans le domaine de la relation client. On existe depuis 25 ans. On est 65 collaborateurs. On est répartis sur plusieurs sites en France, Mhm. Montpellier, Lannion, du côté de Nice également, la Côte-sur-Loup. Et donc, nous éditons une plateforme qui s'appelle Akio CX et qui regroupe trois briques. La première brique, c'est une brique qui s'appelle Accu Unified, qui est une solution de gestion de la relation client, une plateforme de gestion de la relation client. Une autre brique, c'est qui s'appelle Accu Inside, qui nous permet d'analyser la voix du client. Et puis une brique plutôt de téléphonie qui permet de répondre aux problématiques des entreprises sur la téléphonie d'entreprise de manière générale, qui s'appelle Accu TWS. Alors, puisqu'on est là pour parler d'IA, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on parle quand on parle d'IA chez Akio et comment ça se matérialise, j'allais dire, ou comment ça se concrétise pour les utilisateurs des solutions Akio? Oui. Alors si je fais un petit retour en arrière, la chronologie, en fait, on a intégré déjà un petit module d'IA qui est toujours d'ailleurs en place dès le début au début des années 2000 pour aider les agents à répondre aux emails. C'était une IA qui était basée sur la statistique, hein, donc il n'y a pas d'intelligence, on va dire, dans ce système-là. Ensuite, on a continué à nous développer et c'est quand on a travaillé sur la plateforme Voix du client qu'on a intégré des IA notamment pour analyser les verbatims. Et l'idée, c'était de pouvoir analyser ce qui se dit. Et donc, il fallait qu'on soit en mesure de détecter, par exemple, les thèmes, les sentiments, les émotions. Et donc, on a développé un certain nombre d'IA qui permettent de faire ce type de classification. Et dans un troisième temps, donc plus récemment, on s'est appuyé notamment sur cette expérience qu'on avait développée côté Inside pour effectuer l'analyse des verbatims entrants côté relation client, notamment l'analyse des emails, et donc être également capable de remonter aux agents des thèmes, des sentiments. Et puis, tout dernièrement, avec l'arrivée des modèles de LLM, on a développé une nouvelle brique qui s'appelle Agent Assist et donc qui permet d'assister l'agent dans sa réponse, donc d'aider l'agent à répondre aux questions qui lui sont posées. D'accord, alors c'est intéressant. C'est vrai que les canaux clients aujourd'hui sont omnicanal et l'écrit, effectivement, une base historique importante dans le fonctionnement de ces IA. Alors, lorsqu'on a un petit peu discuté de ce sujet-là, j'ai cru comprendre, en fait, vous aviez un angle d'approche par rapport aux IA qui était très orienté sur l'expérience collaborateur. On a parlé, enfin, vous avez parlé d'Agent Assist. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette logique d'approche et de l'usage de l'IA? Oui, nous, alors, quand on est vraiment sur l'outil de gestion de la relation client, on va chercher à aider deux profils, on va dire l'agent et le superviseur. Mhm. Et donc, pour l'agent, quand on a créé Agent Assist, c'est vraiment à lui qu'on a pensé. C'est-à-dire que rédiger un mail, ça demande de l'effort sur le fond, sur la forme. Et Mhm. là, clairement, on voit que les modèles génératifs sont vraiment intéressants parce que on peut très facilement mettre en œuvre des solutions, des mécanismes à base de prompt ou d'autres types de technologies pour aider l'agent sur le fond et sur la forme. L'idée, c'est qu'ils fournissent moins d'efforts, qu'ils gagnent du temps, qu'ils passent moins de temps sur des tâches peut-être simples et qu'ils puissent se concentrer, donc évidemment, sur des tâches un petit peu plus évoluées. Pour nous, ce qui est important aussi, c'est que l'agent garde la main, en fait. On lui propose des réponses et il peut tout à fait les modifier à sa guise et puis renvoyer donc la réponse qui lui Avant convient de le les mieux. valider, oui. Tout à fait. Une petite question. Mhm. Historiquement, l'impression que j'ai, mais corrigez-moi si je me trompe, c'est que
il y a les premières IA dont vous nous parliez, d'analyse de contenu, qui étaient plus en développement interne. Et aujourd'hui, vous avez recours à des IA, d'autres IA qui sont pas forcément du développement pur d'Akio. C'est bien ça? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, on a développé nos propres technologies, nos propres IA qui sont basées sur des technos existantes, hein, mais par exemple pour analyser donc les thèmes, on va utiliser des technologies qui sont plus à base de NLP. Idem pour la détection des sentiments et des émotions, où là on va utiliser plutôt du machine learning, du deep learning. Donc ça, c'est des technologies qu'on a chez nous aussi. Par contre, effectivement, pour l'IA générative, on s'interface avec des modèles existants. Et la chose qui est importante aussi quand on interagit avec ce genre de modèle, c'est d'être capable de dire qu'on va protéger les données personnelles qui sont dans les verbatims, parce que dans les emails, quand ils rentrent, évidemment, il y a des données personnelles. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'avant d'interroger les modèles, on anonymise le texte. Donc ça, on a développé cette compétence, puisque c'était déjà une brique, en fait, sur laquelle nos clients, voix du client, nous demandaient un effort. Donc c'est pour ça qu'on a développé cette technologie. Et donc on la réutilise dans le cadre de la relation client. D'accord. Alors peut-être une question alors qui est limite par rapport au sujet de l'IA au sens strict. Vous avez évoqué la question des NLP. On est là sur des sujets qui sont a priori assez sensibles aux marchés sur lesquels tout ça s'est déployé. Est-ce que chez Akio, les briques de solutions sont aujourd'hui déployables de manière verticale? Oui, alors c'est tout à fait comme ça que ça se passe en fait. C'est-à-dire que on a les briques de NLP et ensuite ce qu'on va faire, c'est que par secteur d'activité, on va définir ce qu'on appelle une grille de qualification. Donc on va avoir une grille de qualification pour le Mhm. e-commerce, une grille de qualification pour l'assurance, pour le transport, et on crée une grille générale qu'on peut ensuite adapter par client. Après, ce qu'on a vu, c'est qu'en créant ces grilles, ben, on s'aperçoit qu'il y a quand même des thèmes qui reviennent systématiquement parce qu'on est quand même dans un domaine quelque part fermé qui est la relation client. Et donc, il y a des sujets comme, qui sont récurrents, des thèmes qui sont récurrents. Et donc, on a développé une grille qu'on appelle nous la grille standard, qui permet déjà de répondre à un certain nombre de problématiques quelque part, quelle que soit l'activité, le domaine d'activité du client. D'accord. L'autre question qui me vient dans la suite de la précédente, c'est à partir du moment où on a, avec un acteur comme Akio, de l'expérience, du retour d'expérience sur tous ces marchés verticaux, est-ce qu'on peut dire que la base en fait commune dont vous venez de nous parler, c'est quelque part un socle qui est intégré dans l'offre d'Akio et vendu en tant que tel, ou est-ce que il y a quand même d'une certaine façon, parce que vous l'avez souligné aussi, chaque client a ses spécificités, Mhm, ne mhm. serait-ce que dans les terminologies utilisées. Est-ce qu'il y a quand même une espèce de confidentialité qui est demandée par vos clients sur la matière ou la connaissance qui est engrangée lors de la construction d'une solution sur un marché donné? Alors oui, mais de toute façon, quand on crée, en fait, les modèles, enfin la technologie qu'on utilise pour la détection de thèmes, donc pour le traitement NLP, on ne mélange pas les données des clients dans nos modèles. Chaque client est bien séparé, donc il n'y a pas de mélange de données au niveau de l'entraînement. Enfin, Oui, je chaque vois. secteur est bien cloisonné. Alors, côté déploiement maintenant, puisque toutes ces briques, elles sont quand même potentiellement amenées à se confronter à d'autres IA qui peuvent être en place dans l'écosystème où la solution va se déployer. Comment on approche ces environnements multi-IA, je vais dire, quand on déploie une solution chez Kio? Je dirais, ça dépend d'où un peu est traitée l'interaction. Il arrive que les interactions soient traitées, par exemple, depuis le CRM. Donc, Mhm, ça peut être intéressant dans ce cas-là d'avoir je sais pas, des suggestions de réponses ou bien des résumés qui soient faits directement depuis le CRM. Après, il y a plusieurs moyens de le faire. Soit le CRM est capable de le faire parce qu'il s'est interfacé avec des modèles ou avec des IA existantes, ou alors il peut aussi nous demander de le faire. mhm. Nous, on a aussi cette brique d'anonymisation qui peut être intéressante, qui peut être appelée par n'importe quel produit, hein, pas que le nôtre. Donc, il peut être également proposé dans le cadre d'une intégration, par exemple, avec un outil qui proposerait par ailleurs du transcript de conversation ou du résumé. Donc, D'accord. en fait, ce ne sont que des API.
Donc on établit quand même assez facilement des passerelles entre les différents applicatifs. On est déjà bien habitué à faire ça avec nos clients. On n'a pas évoqué, on a beaucoup parlé de fonctionnalités d'assistance à l'agent, d'efficacité dans leurs tâches, de simplification de leurs tâches. On n'a pas parlé côté expérience client sur un segment dont beaucoup parlent aujourd'hui au niveau des éditeurs, qui est le self-service, les chatbots et toute cette Oui. couche-là. Quelle est Mhm. la stratégie d'Akio sur ce point spécifique-là? Nous, on n'est pas éditeur de solutions de chatbot. Mais ce qu'on fait, c'est que on s'intègre avec des solutions existantes. Donc, on a déjà plusieurs clients qui ont mis en place des callbots. D'accord. Donc, on a effectivement une brique SVI, hein, donc des appels arrivent dans notre SVI et puis on les redirige vers un callbot. Donc, on s'intègre avec des outils existants. C'est exactement la même chose avec les bots sur les sites internet, où on est également capable de s'interfacer, par exemple, de mettre en place un bot qui, s'il ne sait plus répondre, va pouvoir basculer la conversation vers un chat, par exemple. Mhm. Est-ce qu'il y a, selon vous, des points particuliers techniques ou des défis particuliers à anticiper sur ces déploiements de solutions qui intègrent de l'IA? Bah, les défis, c'est de s'assurer qu'on va pouvoir être conforme aux normes existantes. Donc, par exemple, tout ce qui est Mm. RGPD. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'anonymisation. Donc, ça, c'est Oui. quand même extrêmement important. Il y a la traçabilité. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a demandé? Qu'est-ce qu'on a envoyé? Donc, ça, c'est Mhm. également important. Tout ce qui concerne également la facturation, parce que quand on s'interface avec des modèles de LLM, on consomme des tokens. Donc, il faut bien qu'on récupère toutes ces informations. Et puis, après, il y a évidemment tout ce qui concerne aussi la scalabilité, le fait de mettre en place l'infrastructure qui permet d'assurer le service et de garantir que le service va être assuré à 100%. Donc, voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de défis, effectivement. Mais bon, c'est notre métier quelque part de répondre à ces défis. Et voilà, on sait le faire. Ok. D'accord. Alors, en termes de déploiement, quelle est la maturité en fait des clients que vous avez en face de vous sur ces sujets d'IA, sur ce qu'elles sont capables de faire? Est-ce que selon vous, ils comprennent bien les enjeux, les contraintes, notamment aussi financières? On parlait d'accès au token. Ou est-ce qu'il y a encore un gros travail d'explication à faire de votre côté? Je pense que le travail d'explication, il y a toujours un travail d'explication et d'échange avec le client. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les clients enfin nos clients, quand on va les voir avec ces sujets-là, souvent d'ailleurs, c'est eux qui sont venus nous voir avant, c'est que quand tout le monde a entendu parler de ces modèles, évidemment, tout le monde a bien compris qu'il y avait des choses très intéressantes à faire dans le domaine de la relation client, forcément. Donc, moi, ce que je constate, c'est que quand on arrive chez les clients, souvent, ils ont déjà fait des petites expérimentations. Mhm. D'accord. Ils ont déjà ouvert un compte chez OpenAI ou chez Mistral, enfin peu importe, donc chez un éditeur de ce type-là. Mhm. Et ils ont déjà des petites expériences. Certains ont pu mettre en place déjà une interface qui permet d'interroger un modèle. Voilà, donc il y a des expériences. Donc on arrive sur un terrain qui est déjà un petit peu connu quand même. D'accord. Euh, Ils arrivent souvent aussi avec l'assistance, soit de personnes de l'informatique, soit de personnes qui sont déjà familiers avec ce type de technologie. Par exemple, s'ils avaient déjà développé des expérimentations avec des bots, voilà, c'est déjà des personnes qui ont déjà une connaissance assez importante sur le sujet. Donc, on peut rentrer très vite dans le vif du sujet et on peut lancer, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut lancer très facilement des POC sur le sujet, notamment de Agent Assist. D'accord, alors c'est intéressant, vous parlez d'expérimentation préalable chez les clients, de POC là en l'occurrence. Mm. Quel est le niveau de déploiement aujourd'hui d'une manière générale, les retours que j'ai, c'est qu'on n'est pas encore dans des déploiements à l'échelle sur toutes ces technos, on en est encore à valider que tout ça fonctionne bien et qu'on Oui. se pose pas encore aujourd'hui, en tout cas, trop de questions sur les aspects de retour sur investissement, par exemple.
Ouais, c'est ça. On est vraiment dans une logique de POC, donc test and learn. Donc on met en place une première expérimentation sur un premier périmètre. En général, on Mhm. ne conseille pas forcément de viser tout de suite très grand, mais ce qui est intéressant, c'est comme c'est assez facile de faire évoluer en fait, notamment les prompts. Bon, c'est très facile de faire évoluer. On peut faire ça en plusieurs phases. Donc on met en place un premier périmètre, puis un second. Mais oui, on est encore aujourd'hui dans une logique de POC, mais je pense que ça va basculer quand même rapidement, ça va être industrialisé très rapidement. D'accord. Au feeling, je sais que la question est difficile, mais c'est quoi l'horizon de déploiement de manière un peu plus industrielle de ces technos selon vous? Moi, je, moi, je pense qu'au premier trimestre de l'année prochaine, on verra des déploiements pérennes. Ah d'accord, donc oui, ça arrive vite quand même, selon Oui, vous. ça va arriver vite. Ça va arriver Ok, vite. bon. Ouais. On s'oriente vers la fin de cet échange qui passe toujours trop vite. Mais j'aimerais bien qu'on évoque les impacts de toutes ces nouvelles technologies, toutes ces briques liées à l'IA, que ça soit dans votre propre d'ailleurs organisation en termes d'expertise ou vis-à-vis des acteurs qui travaillent aujourd'hui, qui accompagnent les clients finaux dans ces domaines-là, notamment les consultants ou les partenaires. Mhm. En quoi ça a changé l'approche que vous avez historiquement sur le déploiement et la distribution de vos solutions, tout simplement? Moi, je dirais que là, aujourd'hui, les clients nous parlent beaucoup de l'IA. Donc, ils attendent de notre part des réponses et ils attendent de notre part qu'on puisse être capable de leur dire vers où on va aller, clairement, qu'est-ce qu'on va leur apporter, comment on va leur faire gagner en efficacité d'une manière générale, hein. Vraiment, là, il y a quelque chose qui est très fort par rapport à ça. Donc, bah, c'est pour ça on s'est évidemment positionné sur ces technologies également. Euh, Ensuite, je dirais les consultants, bah, on voit de plus en plus apparaître dans les appels d'offres des demandes liées à l'IA. D'accord, ça c'est clair, c'est vraiment flagrant. Moi, je dirais pour les consultants, ce qui est intéressant pour eux, c'est de bon, il y a ce qu'on a évoqué, hein, le fait d'aider l'agent, de lui apporter un certain nombre d'éléments pour qu'il puisse répondre plus facilement. Mais il y a un autre aspect aussi qui me paraît intéressant, c'est de voir ce qu'on va être capable de mener avec notamment ce qui peut exister au niveau des outils métiers, c'est-à-dire des applis qui pourraient exister au niveau métier, qui pourraient aussi contribuer à rendre l'agent, enfin faire que l'agent soit plus efficace et produise moins d'efforts pour rechercher de réponses. Par exemple, je vais donner un exemple. Quand vous allez sur un centre et que vous vous mettez à côté d'un agent, vous regardez comment il travaille, vous apercevez qu'en fait, pour répondre, certes, on peut l'aider à faire des phrases, mais souvent, le fond de sa réponse, il faut qu'il aille la chercher dans d'autres outils. Il faut qu'il aille Mm. dans un outil métier, voire deux, voire trois, voire quatre. C'est vrai que si on, je pense qu'on ira vers là, si au moment où il fait sa réponse, il pouvait accéder plus facilement à ce type d'information, d'accord, d'où l'intérêt d'avoir des API et de pouvoir échanger avec les outils métiers. Là, effectivement, il y aurait un très gros gain de temps supplémentaire qui pourrait être fait à ce niveau-là. Donc, je dirais, penser à ce qu'on a au niveau de l'informatique, de nos outils métiers, et comment on peut faire communiquer ces outils-là avec des IA. Là, je pense que ça apporterait vraiment un bénéfice très intéressant. Alors, une dernière question. Quels sont, selon vous, les principaux axes d'amélioration qu'on va voir arriver de manière très concrète? Bah, je pense que ça va être, voilà, on va pouvoir vraiment, je pense, aider les agents. Donc, quand il faudra Mm. vraiment que l'agent réponde, là, clairement, il aura une assistance sur le fond et sur la forme. Donc, on en voit déjà les débuts. Ensuite, je pense qu'il y aura aussi un certain nombre de flux qui pourront être quand même traités automatiquement. Et puis, bah, ensuite, on va avoir, je pense aussi pas mal d'évolutions au niveau des assistants vocaux. Il y a quand même des gros progrès là qui sont faits. Pardon, concrètement, quand vous parlez d'assistants vocaux, vous pensez à quoi? Moi, je pense qu'on aura la possibilité, quand un agent sera en ligne, très facilement quand même de lui pousser des informations ou de lui transmettre des informations en temps réel
pour qu'ils puissent Hmm. mieux gérer les conversations téléphoniques, par exemple, et D'accord. avoir plus d'éléments de contexte. Alors, je sais que ça, on le voit déjà, hein, ça, il y a déjà des choses qui sont visibles, mais ouais, je pense que c'est des choses qui vont se développer de plus en Développer. plus. Ouais. Ok, super, hein. Samuel, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Merci Didier, merci à vous. Puis, au C'était un plaisir de vous plaisir. croiser sur un prochain salon avec un peu de chance. D'ici là, Très en tout bien. cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous également. Au revoir. Merci encore. Au revoir.